quand nous réfléchissons trop, ce n'est pas un problème d'intelligence, même si cela n'empêche pas d'être très intelligent. C'est souvent un cerveau, notre cerveau, qui essaye de nous protéger. En effet, le premier rôle de notre cerveau, c'est la protection. Réfléchir trop, c'est quand son cerveau ne s'arrête jamais. Quand vous repensez à une discussion encore ou encore, en vous demandant ce que vous auriez pu dire, vous savez ce petit scénario que l'on s'invente dans notre esprit et qui tourne en boucle, ou que vous avez une décision à prendre et que vous passez des heures à tout analyser, à tout décortiquer, sans réussir à véritablement trancher. Ou encore, que vous imaginez tous les scénarios possibles en projection de ce qui pourrait se passer. Mais évidemment, des scénarios négatifs. Pourquoi? Parce que le cerveau n'aime pas l'incertitude, il n'aime pas le changement. Donc il va analyser, il va anticiper, il essaye de comprendre pour reprendre le contrôle sur la situation, avoir le sentiment que nous allons contrôler ce qui se passe face à cette incertitude, face à cette indécision. Le cortex préfrontal s'active. C'est la zone de l'analyse, de la décision, de la planification. Mais aussi, il y a le cerveau émotionnel. Quand il perçoit une menace, il active une pensée. Évidemment, une pensée de peur, une pensée de danger. Donc, il se met à réfléchir encore plus. Essayons de comprendre plus en détail. Premièrement, le cerveau n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le danger. Un des mécanismes principaux derrière le fait de trop réfléchir est la recherche du contrôle du cerveau. Le cerveau humain est programmé pour prédire et anticiper. Pourquoi? Pour éviter le danger. Le problème, c'est que le corps ne différencie pas le danger réel et le danger irréel. Carl Friston, qui est un neuroscientifique très futé sur le sujet, qui vient de l'université du Collège de Londres, a cette théorie, la Free Energy Principle. L'idée, elle est simple. Le cerveau cherche en permanence à réduire l'incertitude. Quand vous vivez une situation qui est floue ou une situation forte au niveau émotionnel, le cerveau va commencer son travail. Il analyse, il anticipe, il imagine des scénarios pour tenter de reprendre le contrôle. Seulement, plus on analyse, plus le cerveau génère de scénarios. C'est ce qui crée le système de la boucle de pensée. Ça va créer aussi des émotions de peur face à un danger, qu'il soit réel ou irréel. Deuxièmement, le rôle du cortex préfrontal. La zone principale impliquée sur la suranalyse est le cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau qui est responsable de la prise de décision. Donc c'est celle qui est sollicitée lorsque nous devons prendre une décision. Vous l'avez compris. L'analyse, la planification et l'anticipation. Quand cette zone est suractivée parce qu'une situation est intense psychologiquement, émotionnellement, voire physiquement, on entre dans ce qu'on appelle l'overthinking. C'est la rumination cognitive. La psychologue Suzanne Nolwenn Owen-Kensma, spécialiste de la rumination mentale, explique que la rumination est le fait de penser de manière répétitive aux causes et aux conséquences d'un problème sans penser à l'action. C'est-à-dire que nous cessons d'inventer des scénarios de conséquences, de problèmes sur une situation alors que nous n'avons même pas encore passé à l'action. Ces recherches montrent que cette rumination, en tout cas la rumination plutôt, augmente évidemment l'anxiété, le stress et renforce la dépression qui va bloquer totalement notre prise de décision. Troisièmement, le cerveau émotionnel. Celui-ci active la pensée. Beaucoup de personnes pensent qu'ils réfléchissent trop parce qu'ils sont trop analytiques. Mais en fin de compte, l'analyse est souvent une réponse traumatique, une réponse émotionnelle. En réalité, c'est l'émotion qui déclenche la pensée. Une zone clé, l'amygdale. Les deux sont parallèles puisque la pensée peut déclencher une peur, mais souvent c'est l'émotion qui va amener la pensée et la pensée va diriger le corps. L'amygdale est le centre de la détection du danger dans le cerveau. C'est pas l'amygdale ici, mais dans le cerveau. Quand elle perçoit une menace, rejet, erreur, conflit, abandon, humiliation, jugement, regard des autres,
peu importe, elle active une réponse. Stress, vigilance. Le neuroscientifique Joseph Ledoux explique de manière très claire que l'amygdale peut déclencher une réaction émotionnelle avant même que le cerveau rationnel comprenne la situation. Donc normalement, c'est la pensée qui va venir déclencher, mais là, l'amygdale, elle va envoyer déjà un signal, une alerte émotionnelle avant que le cerveau rationnel réagisse. Donc le cerveau émotionnel envoie alors donc ce signal d'alerte. Le cortex préfrontal entre ensuite en action pour essayer de comprendre, analyser, anticiper ce qui pourrait se produire, mais qui ne se produit pas encore. C'est à ce moment-là que la pensée peut se mettre à tourner en boucle. Le cerveau cherche des explications, imagine différents scénarios, tente d'éviter une erreur ou un danger qui n'existe pas encore d'ailleurs. Résultat, plus l'émotion est forte, plus la pensée peut devenir envahissante, voire polluante, jusqu'à devenir toxique. 4. Le réseau du mode par défaut, le Default Mode Network. Pardonnez-moi de mon anglais qui n'est pas très bon. C'est un mécanisme très important. Ça s'appelle le DMN. C'est un réseau cérébral qui s'active quand on pense à soi, on analyse notre passé, on imagine notre futur, on réfléchit à ce que les autres pensent de nous. Quand ce réseau est trop actif, il va créer des pensées en boucle, une auto-analyse de soi-même, de ses actions, de ses paroles de manière excessive, voire un auto-jugement très rigoureux, des scénarios imaginaires de ce que pensent les autres, par exemple. Le neuroscience Marcus Reich a identifié ce réseau. Ces études montrent que le DMN est hyperactif chez les personnes anxieuses ou perfectionnistes. Faut-il alors comprendre pourquoi ces personnes sont anxieuses et perfectionnistes pour venir apaiser ou venir déprogrammer ce mécanisme du DMN. 5. Il faut faire le lien aussi avec les traumatismes. Chez certaines personnes, trop réfléchir est aussi une réponse de protection. Quand quelqu'un a vécu du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de la maltraitance, de l'abandon, du jugement, le cerveau développe un mécanisme. Analyser en permanence pour éviter de revivre la douleur. C'est-à-dire que l'analyse a pour fonction d'éviter la souffrance. Ces expériences peuvent créer différentes blessures émotionnelles, très fortes, très ancrées, qui vont créer ce phénomène de réflexion intense. C'est une surprotection émotionnelle à travers une suranalyse. Une blessure de rejet peut pousser une personne à chaque interaction sociale d'analyser le comportement de la personne. Une blessure d'abandon peut amener à anticiper constamment la réaction des autres et potentiellement de vous abandonner. Une blessure d'humiliation peut créer la peur permanente de l'erreur, de faire mal les choses, peur de l'échec. Une blessure de trahison peut pousser à vouloir tout contrôler et tout comprendre et tout savoir des autres pour se protéger. Bessel van der Kolk, spécialiste du trauma, l'explique très bien. Le cerveau traumatisé reste en hypervigilance et tente de prévoir les dangers potentiels, qu'ils soient réels, qu'ils ne soient pas réels. Le cerveau cherche alors à analyser chaque détail, chaque situation, chaque comportement. C'est un objectif inconscient. Et cet objectif inconscient, il est simple. Éviter de revivre la douleur déjà vécue. Mais ce mécanisme de protection peut enfermer la personne dans des pensées répétitives, polluantes, toxiques, avec une analyse constante de l'environnement, des autres, de la situation, de soi-même à travers un auto-jugement, de la rigueur, de l'exigence par rapport à ses choix, ses décisions, ses paroles. Si tu souhaites arrêter cette machine infernale, que tu te sens concerné par cette situation, que ça te bloque, te paralyse dans tes choix de vie, que ça devient tellement toxique, que tu es fatigué émotionnellement et même mentalement, on peut regarder ta situation ensemble. Je t'offre 30 minutes avec moi, tu cliques dessous, sur le lien, tu réserves et on se retrouve. La question que l'on peut se poser pour terminer cette vidéo, pourquoi réfléchir trop nous empêche d'agir? C'est un phénomène très connu en psychologie, l'analysie-paralysie. Quand le cerveau génère trop de possibilités, il devient incapable de choisir.
Et nous savons, quand on a énormément de choix, on ne sait plus quelle décision prendre. Barry Schwartz, un psychologue, l'explique dans son livre The Paradox of Choice. Il explique que plus on analyse les options, plus la décision devient difficile. Le cerveau entre alors dans un mécanisme très toxique et de frustration à travers l'hésitation, la procrastination, l'immobilité et les systèmes d'évitement. Évidemment, toujours dans le principe de se protéger. L'hésitation apparaît lorsque le cerveau envisage trop de scénarios possibles. Lequel est le mieux? Lequel me met moins en danger? Lequel va être le meilleur? Par exemple, vous voulez changer de travail, mais vous analysez toutes les possibilités, tous les risques, toutes les conséquences possibles, et il peut y en avoir, et vous finissez par ne plus savoir quelle décision prendre, et si vous devez quitter votre travail, ne pas le quitter par cette incapacité à faire votre choix. La procrastination arrive lorsque la pensée devient trop envahissante. C'est tellement lourd, c'est tellement répétitif qu'on repousse l'action en se disant qu'il faut encore réfléchir, encore comprendre, encore analyser avant d'agir. On peut passer des jours, parfois des mois, à tourner autour d'une décision sans jamais passer à l'étape suivante. C'est une manière de dire, voilà, c'est tellement pour moi et que je cherche la paix que je mets ça de côté. Et finalement, c'est un principe d'évitement. L'immobilité est la conséquence de ce processus. La personne va se retrouver bloquée entre plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, plusieurs peurs, bien évidemment. Elle peut avoir l'impression de réfléchir en permanence et que ce soit bénéfique. Elle a l'impression de se donner du temps, mais finalement, elle ne fait que rejouer les mêmes situations dans sa tête. Imaginez ce qui pourrait arriver si elle se trompe, alors qu'elle n'a même pas pris la décision, elle n'a même pas commencé, donc il n'y a pas déjà d'erreur, et elle ne s'est pas encore trompée. On en est au stade de la réflexion. Le cerveau pense protéger, mais en réalité, cette suranalyse finit par empêcher le passage à l'action. Oui, réfléchir, c'est bien. Nous avons besoin d'une analyse pour prendre nos décisions, comprendre les tenants et les aboutissants. C'est normal. Quand c'est des petites décisions, la réflexion va être moins. Lorsque c'est des grandes décisions de vie qui peuvent impliquer aussi notre conjoint, nos enfants, nos parents, qui peuvent apporter un changement important, ça va demander une réflexion supplémentaire. Certes, le but de cette vidéo, c'est pas vous dire on ne doit pas réfléchir. Mais peut-être des fois, il faut équilibrer entre je réfléchis quand même pour prendre une décision saine et en conscience, et être dans l'analysie-paralysie. C'est-à-dire, je réfléchis tellement que je me bloque dans ma vie. Et que finalement, soit je prends les mauvaises décisions, parce que si on prend le cas du travail, finalement, le fait de ne pas décider de partir, alors que vous devriez peut-être partir de ce travail, ben vous amène d'une part à prendre une mauvaise décision et d'être paralysé dans une situation qui peut être toxique pour vous, dans un travail qui ne vous convient pas, dans lequel vous êtes dévalorisé, pas reconnu, avec des collègues qui sont malveillants, soit de ne pas prendre de décision du tout. Donc, une réflexion, oui, mais attention à se réfléchir trop. Et je connais très bien ce phénomène parce que je me retrouve confrontée à des personnes qui me sollicitent souvent pour prendre des accompagnements, qui ont du mal, justement, qui sont sans cesse dans une réflexion, me demandent des jours complémentaires et repoussent sans cesse la prise de décision, ou alors dans l'accompagnement, lorsqu'on avance dans les plans d'action, se sentent paralysés. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous allons travailler à la source pour libérer ce mécanisme de protection que le cerveau met en place, évidemment, à travers sa fonction première, nous protéger, et ainsi pouvoir prendre les bonnes décisions. D'abord, savoir comment prendre une décision, prendre la bonne décision, évidemment, passer à l'action. Si cette vidéo t'a parlé, qu'elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as besoin d'aide, que ça te parle et que tu aimerais être accompagné, on peut déjà faire un premier échange ensemble. C'est gratuit, 30 minutes avec moi pour un petit diagnostic. Tu as juste à cliquer sur la vidéo, le lien. Tu bloques ton créneau et je te recontacterai directement puisque ça sera avec moi que tu auras le rendez-vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.